anticorruption entièrement numérique. Donc voilà, je m'appelle Abdelmek Nejir, donc je suis IT Security Compliance Officer chez IQEQ et je suis formateur PECB. Et on va faire du show table. Je commence par Jean-Pierre Guinet, si tu peux te présenter s'il te plaît. Oui, bonjour tout le monde. Jean-Pierre Guinet, je suis français, j'habite à Paris. Je suis un ancien officier de police. J'ai travaillé énormément dans le domaine de la lutte contre la corruption. Lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai monté une petite société. Depuis lors, je travaille dans la formation. J'enseigne à l'université. Je suis ISO 37001, je suis certificateur et je travaille beaucoup dans les programmes de l'Union européenne dans le domaine de la lutte anticorruption. Actuellement, je travaille un contrat de 3 ans en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. François? Oui, François Sibyl, bonjour. Donc je travaille sur des questions de durabilité depuis une vingtaine d'années, sur des questions de système de management anticorruption depuis une dizaine d'années, avec aujourd'hui une posture d'expert international, notamment auprès de l'ISO, pour accompagner le déploiement des référentiels, notamment ISO 37001 sur un certain nombre de zones géographiques. Sinon, je suis responsable de grosses campagnes d'audit de certification ISO 37001 sur un périmètre monde. Et puis, j'ai eu la chance d'écrire quelques ouvrages sur ces sujets-là. Et je travaille aussi, j'encadre des formations en management durable et en prévention de la corruption à la Haute École de Gestion de Genève. Et donc, je suis basé en France et en Suisse. Merci beaucoup. Marc? Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Marc Tassé, je suis professeur à l'Université d'Ottawa. J'enseigne à la faculté de droit et à l'école de gestion. De formation, je suis jury comptable, mais je me concentre beaucoup dans le domaine de la lutte à la corruption et la criminalité financière. J'ai eu la chance d'être la personne qui a été sélectionnée par le secrétariat du Conseil du Trésor du Québec pour le projet pilote ISO 37001 et j'ai aussi eu la chance de participer à la formation des gens qui travaillent pour le Bureau de normalisation du Québec, qui sont ceux qui ont certifié Hydro-Québec, qui était la première entreprise canadienne à être certifiée ISO 37001. Merci beaucoup. Donc maintenant, en fait, on a 4 parties à discuter durant cette conférence. Donc partie 1, donc on va parler un peu du contexte historique, l'efficacité déjà du système de management anticorruption. Après, on verra la norme 37001, ISO 37001, qui est toujours en phase examen, donc à quoi on peut s'attendre. Après, la vision, perspective, et finalement, on va avoir à peu près 15 minutes pour les questions-réponses. Donc, commençons par le contexte, un peu d'historique. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ça? Je commence par Jean-Pierre. Alors, le contexte de la norme. Je m'entends en écho. Depuis quelques années, on peut remarquer que les sociétés sont très engagées dans la lutte anti-corruption. Quand je parle de société, je parle de société civile. Il y a eu des textes célèbres, je pense à l'OCDE, je pense à la Convention de l'ONU, qui ont commencé à réguler la lutte contre la corruption. Et aujourd'hui, de la part des États, bien que ce soit encore assez parcellaire, nous avons un socle juridique assez important pour lutter contre la corruption. Et pour faire face à tout cela, les entreprises ont décidé à travers ISO 37001, bien que ce ne soit pas uniquement quelque chose qui soit voué aux entreprises, une norme vouée aux entreprises. Donc depuis quelques années, les entreprises ont décidé de faire elles-mêmes leur propre travail sur leur méthode de management et c'est ainsi qu'elles appliquent de plus en plus ISO 37001. D'accord, François? La partie efficacité. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le référentiel ISO 37001, quand il a été publié, en fait, il est à la conjonction de 2 cultures. Une culture des personnes de la compliance, qui sont les gens du droit pour lesquels la mise en place se traduit par un programme de conformité où on définit des règles et les règles s'appliquent à tout le monde. On se pose peu la question du déploiement. Et la deuxième culture, c'est celle de la culture des systèmes de management. C'est-à-dire des systèmes bouclés, des systèmes où on va travailler là où il y a du risque, on va faire du fine-tuning
pour mettre en place des actions de mitigation là où il y a du risque, avec une logique d'amélioration continue et de bouclage, avec une logique d'objectif. Ces deux cultures, en fait, les personnes qui ont écrit l'ISO 37001 ne se sont pas parlé et on a un système un peu hybride. Mais avec comme conséquence extrêmement intéressante, c'est que quand vous arrivez à faire fonctionner ensemble ces deux cultures, on arrive à mettre de l'efficacité dans des systèmes anticorruption. Et ça, c'est quelque chose de véritablement nouveau, parce que l'objectif n'est pas simplement de décréter une règle, pas de corruption, c'est interdit, on a un code d'éthique qui le définit, mais derrière de pouvoir le piloter pour avoir une réelle performance. Et donc ça, c'est la vraie valeur ajoutée d'une approche 37001 par rapport à tous les programmes compliance qui ont pu exister préalablement. Alors après, on peut, Merci. Marc? on peut aller plus loin, mais Oui. je vais laisser Abdelmalek. Côté au Canada? Merci beaucoup. Moi, je dirais que ce que la norme ISO 37001, ce qu'elle apporte, c'est le fait d'être capable de mettre l'emphase aussi sur l'éthique. Parce que vous savez, souvent, on confond les deux mots conformité et éthique. Et moi, je dis souvent à mes étudiants en droit, la conformité, c'est de respecter la lettre de la loi, alors que l'éthique, c'est de respecter l'esprit de la loi. Et je trouve que cette norme-là, 37001, nous amène beaucoup plus vers l'esprit de la loi, vers la raison d'être, les bonnes pratiques en éthique, plutôt que juste de dire, bien, vous respectez une loi. Parce que si tu fais juste respecter la loi, tu n'as pas besoin vraiment d'être certifié 37001, tu as juste à te conformer aux règles. Donc, je crois que c'est la valeur ajoutée et c'est ça qu'au Canada, on regarde de plus en plus, c'est cette valeur ajoutée. Et les entreprises qui croient dans l'éthique, bien, à ce moment-là, eux adhèrent à la norme 37001. C'est un peu ce qu'on voit. D'accord, donc en fait, j'ai une question ici. ISO 37001 est-elle une alternative des entreprises aux normes juridiques? Par exemple, les conventions pardon, de l'OCDE, l'ONU, FCPA, etc. Donc, selon toi, Pas du tout. François, la réponse est déjà Non, non. pas du tout. Non, c'est pas la même chose. C'est pas de la même nature. Vous avez tout un tas de cadres qui sont extrêmement intéressants, mais qui, à un moment donné, ce qu'on a fait dans l'ISO 37001, c'est qu'on a récolté l'ensemble des excellentes pratiques de lutte contre la corruption qu'on pouvait avoir sur la manière de conduire des due diligence, ce genre de choses, etc. Et on les a intégrées dans une approche qui est très éprouvée, qui est celle des systèmes de management. Et ça c'est complètement novateur et c'est quelque chose que, pour le coup, les directions éthique et compliance ont au départ un peu de mal à assimiler et à intégrer. C'est une vraie approche nouvelle dans la culture. Et tous les cadres que vous évoquez, effectivement, ils sont très inspirants, ils sont très intéressants, ils sont très engageants parfois quand ils sont repris par la législation nationale, mais sur le fond, ils n'ont rien à voir. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus des concaténations de bonnes recettes qu'une approche complète, structurée. Vous prenez le cas, on est sur une conférence en français, donc on peut faire le parallèle avec l'Agence française anticorruption et la législation Sapin 2. La législation Sapin 2, dans sa conception première, elle n'est pas dans une approche de système bouclé, d'amélioration et centrée sur la réduction des risques résiduels. Elle est dans le déploiement d'un programme simple de conformité. Donc effectivement, on n'est pas forcément dans le même univers. Mais voilà, Jean-Pierre ou Marc, vous avez peut-être des avis. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, François. Par contre, je vais amener un petit détail. Dans la 37001, on est obligé d'être conforme à la loi dans laquelle on travaille, dans le pays dans lequel on travaille. À partir de là, tout ce qui est 37001 sont obligatoirement Sapin 2 en France, obligatoirement. Et j'imagine les lois anticorruption au Québec doivent s'appliquer à toutes les entreprises qui veulent être 37001. Oui, effectivement. Puis peut-être que je peux rajouter un petit peu aussi à la question. Je crois que ce qui est important, ça ne peut pas substituer une loi,
Mais ce que ça peut faire, ça peut démontrer comme tel votre engagement à un changement de culture. Parce il arrive des fois que par le passé, il y a eu des infractions à certaines règles et qu'en ce moment, la gestion qu'il y a bien a changé et on a changé la culture de l'entreprise. Et ça, je pense, c'est très important en disant d'adhérer à la norme 37001 peut démontrer comme tel qu'il y a un changement de culture, il y a une évolution vers l'éthique. Et à ce moment-là, je pense que ça peut venir compenser, mais ça ne peut pas substituer. Vous ne pouvez pas dire, bien, j'ai fait une infraction, mais parce que j'ai ISO 37001, je devrais ne pas en subir les conséquences. Ça, à ce moment-là, non. Alors, ce que tu dis est extrêmement intéressant parce que certains essayent de l'utiliser quand même comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une articulation entre l'utilisation d'une certification ISO 37001 et un éventuel contrôle par une autorité de contrôle de la corruption ou par une autorité judiciaire. On a des entreprises ou des organisations qui essayent de dire, bah, comme on est certifié 37001, c'est pas la peine de venir nous contrôler, ou alors ça veut dire qu'on respecte la loi. Et certains disent, eh ben, comme on est certifié 37001, la convention judiciaire qu'on peut avoir signée avec vous, eh ben, voilà, on est au bout puisque maintenant on est bon. Donc, il peut y avoir cette utilisation-là et les organismes de normalisation qui ont travaillé à l'élaboration de l'ISO 37001 et les organismes de certification qui délivrent des certifications 37001 sont très, très, très prudentes sur ce point-là et sur cette utilisation-là parce que le métier du contrôle d'une agence anticorruption, quelle que soit sa nationalité, et le métier de la certification de moyens de prévention, c'est absolument pas le même métier. Et parfois, les entreprises se disent ben, on va utiliser ce qu'a fait un certificateur pour dire au contrôleur votre travail, il a déjà été fait. Ce qui n'est absolument pas le cas. Ouais. Pourrait... François, ils oublient ces entreprises qui essaient de se servir de 37001 comme passeport, visa, oublient généralement qu'il y a une possibilité de mettre les entreprises et les personnes morales en examen et Exactement. de les condamner. Et qu'aujourd'hui, ça pose un problème pour les entreprises parce que les législations, qu'elles soient en Amérique du Nord ou en Europe, ont la possibilité de déclarer la mort des entreprises. La peine de mort des entreprises existe. Alors, je ne sais pas si des chiffres existent ou si ça a été vraiment utilisé, mais le droit le permet. Donc, partant de là, le 37001, c'est peut-être un gage de bonne volonté, mais ce n'est certainement pas le droit à faire des bêtises. Tout à fait. Bien sûr. Par contre, pour moi, franchement, moi, je pense que... Juste pour compléter un dernier point, par contre, là où effectivement il y a une utilisation extrêmement intéressante et cohérente, c'est dans une situation où on serait face à un cas de corruption, mais qui ne soit pas lié au système de l'organisation, mais qui soit lié à un individu qui a un comportement déviant, ça permet de démontrer pour le coup la réelle bonne foi de l'organisation. Totalement. Et ça, c'est génial. Ouais, totalement. Il y a un autre domaine, je laisserai la parole à Abdelmalek, mais il y a un autre problème, c'est que souvent les entreprises, je l'ai remarqué, utilisent 37001 pour se prémunir des problèmes qui peuvent venir des pays extérieurs et qui n'ont pas encore de législation anticorruption. J'ai un peu préparé, comme tout le monde, cette conférence et je suis tombé sur un chiffre absolument démoniaque. Transparency International donc dit que le pourcentage d'exportation mondiale touchée par la corruption se monterait à 83%. C'est énorme. Donc partant de là, moi si je suis certifié 37001, au moins je peux prouver à mes autorités locales que je fais tout pour lutter contre la corruption. Tout à fait. Bien sûr, donc moi ce que je voulais rajouter, c'est juste que en fait la certification, c'est peut-être pour voilà, soigner sa réputation, peut-être face à un client, du diligence, etc. Mais ça ne remplace en aucun cas les mesures imposées par les autorités. Donc voilà. Non. Alors, sur la question de l'intérêt de la certification, si on prolonge juste ton raisonnement, Abdelmalek, il est multiple aussi. Et l'un des premiers intérêts,
bien évidemment, il est de valoriser sa démarche et de pouvoir démontrer à ses clients, à ses donneurs d'ordre ou aux autorités compétentes qu'on a une démarche volontaire, sincère, qu'on va jusqu'au bout. Et pour le coup, pour le deuxième intérêt pour l'organisation, il est aussi de pouvoir avoir un avis extérieur, neutre, parce qu'on est quand même dans un audit tierce partie, sur la réalité du déploiement du système, la réalité de la conformité du système et la réalité de l'efficacité potentielle du système. Et ça, c'est important de se faire challenger. Alors ça, c'est super en première intention. Attention, nuance, parce que clairement, j'ai vu des dérives et dans un bon nombre de zones géographiques où voilà, vous avez des organismes de certification qui ont eux-mêmes assez peu de conscience professionnelle et où ils ont délivré des certificats alors qu'il y a un tiers de la norme qu'ils n'ont même pas audité et qu'ils n'ont peut-être même pas compris. Ou qui se font, parce qu'on pourra peut-être en discuter, mais certains organismes de certification se font accréditer et les procédures d'accréditation, c'est-à-dire de règles de réalisation des audits, les règles éthiques, les règles déontologiques, eh bien, les règles d'accréditation sont clairement pas les mêmes d'un pays à l'autre et vous en avez qui seront accrédités dans un pays à, on va dire, à exigence d'accréditation faible et qui font état de cela dans d'autres pays pour dire, voilà, nous, on est accrédités, on a de la notoriété, on a de la méthode, bossez avec nous. Ce qui est quelque part relativement mensonger en matière de posture. Ouais. Alors, donc, j'ai une question. Peut-on imaginer une préparation et un passage à la certification ISO 37001 uniquement par voie numérique, donc digital à 100%? Jean-Pierre? Je pense que non, mais je vais nuancer mon propos. Pour l'avoir fait, c'est une préparation qui est longue et qui généralement remet en cause tout le système de management de la structure dans laquelle on intervient. C'est à la fois lourd et léger, mais il est nécessaire d'une part d'avoir du côté des gens qui vont préparer une équipe. Lorsque nous avions travaillé au Maroc pour une banque, nous étions de notre côté 5-6 parce qu'il a fallu déployer énormément de moyens pour le faire et cela a pris pas mal de mois. Donc, on peut éventuellement et théoriquement pouvoir le faire en visio, mais généralement, ça ne donne pas de bons résultats parce qu'il n'y a pas de spontanéité lorsqu'on est en visio, parce qu'on est contingenté dans un format qui est préétabli, telle personne, etc. Alors qu'il nous est arrivé au cours d'une réunion qui était formatée de devoir demander à une personne qui n'assistait pas à cette réunion et ainsi d'avoir cette souplesse qui permet de pouvoir aller beaucoup plus loin lorsque nous sommes en présentiel. Et malgré le fait que les visions ont énormément changé de choses et positivement, parce que ça a détruit les kilomètres ou les miles, eh bien, en contrepartie, ce n'est pas aussi efficace, efficient que le visu. Lorsqu'on est face à une personne, et là, c'est un peu les 20 ans de polyjudiciaire qui parlent, on a beaucoup plus de compréhension de la personne qui est face à soi que lorsqu'on se retrouve derrière un écran de télévision. Un concert à la télévision, c'est bien. Un concert en présentiel, c'est beaucoup mieux. Voilà. François? Il y a deux aspects dans la question. Il y a la question de la préparation et la question de l'audit. Je propose qu'on laisse la question de l'audit pour un peu plus tard. Il me semble que la question portait plus sur la préparation. Dans un travail de préparation, en général, en tout cas nous, on est dans une posture d'accompagnement. Si on est dans une posture d'accompagnement, par définition, on est au service de l'entreprise. Donc, quelque part, on est en situation de conflit d'intérêts, ce qui est normal puisqu'on travaille pour eux. À partir de là, on fait confiance à l'entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle ne nous paye pas pour être le gendarme et aller contrôler en interne. Notre mission est de l'aider à structurer son système.
Si elle ne veut pas qu'on sache que dans tel port, on paye le douanier pour sortir le conteneur, nous, on est obligé de lui faire confiance dans cette posture d'accompagnement. Dans la posture d'audit, ce sera différent. Dans la posture d'accompagnement, s'il s'agit de mettre en place un certain nombre d'éléments, oui, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être structurés à distance. Maintenant, il faut quand même garder à l'esprit que dans un système 37001, comme dans tout système compliance, on a un certain nombre de règles qui en général sont des règles écrites, qui sont des instructions, des procédures, tout ce que l'on veut, des codes, des politiques. Quelqu'un qui va réaliser la corruption, c'est justement quelqu'un qui va contourner tout ça, par définition. Il va contourner les contrôles, les règles, pour pouvoir, à un moment donné, obtenir sa contrepartie, etc. Donc, si justement le fait d'organiser la corruption, c'est un professionnalisme du contournement des règles, ça veut dire que l'élaboration et l'accompagnement à l'élaboration des règles n'est pas suffisant. Et on a tout un deuxième volet, et je rejoins complètement Jean-Pierre là-dessus, tout un volet de développement d'une culture anticorruption qui va faire qu'à un moment donné, les personnes individuellement vont oser utiliser la ligne d'alerte, vont oser parler au management, vont oser dire non à quelqu'un qui leur fait une proposition. Eh bien, tout ça, c'est pas l'instruction, et parce qu'ils auront lu une fois l'instruction disant que cette pratique elle est interdite, qu'ils vont avoir ce changement de comportement et ce changement de culture. Et nous, quand on est en posture d'accompagnement, alors parfois on va former le personnel tout au bout mais souvent on est en accompagnement des équipes éthiques et compliance ou des éthiques en charge du système de management ou de la direction juridique ou du general counsel, etc. Et dans cet accompagnement-là, souvent, on a besoin aussi d'opérer un changement culturel à ce niveau-là, dans le pilotage même, comme tu le disais Jean-Pierre. On va amener à faire mûrir l'organisation elle-même. Et ça, pour le coup, faire mûrir une organisation et faire mûrir une culture à distance, moi, j'y crois pas. Si on se connaît bien, si on se voit régulièrement, qu'entre on fasse des points en ligne à distance, aucun souci, pas de problème. Mais si à un moment donné, on doit expliquer à un directeur juridique que, écoute, la manière dont tu t'y prends, elle est sans doute très intelligente, très intéressante, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Parce que si tu continues comme ça, voilà les situations que tu vas pas détecter, voilà les situations qui vont arriver. Ça, en ligne, ça a toute sa limite. Et puis, à un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face. Quand on est en ligne, on nous montre ce qu'on veut bien nous montrer. Et voilà, on ne va pas chercher les squelettes dans le placard. Voilà, il y a tout un tas de choses qui sont pas visibles. Et quand vous avez des armoires de preuves papier, et ben ça passe pas à la caméra. Et à un moment donné, voilà, je me souviens dans une certification environnementale, c'est simplement en sortant du bâtiment principal qu'on a constaté que derrière, ils brûlaient tous les déchets alors qu'ils avaient déclaré qu'ils les recyclaient. Ouais. Mais juste en sortant, on a vu le silo dans lequel ils brûlaient tout. C'est pareil. À un moment donné, voilà, on rencontre le commercial et puis on regarde et il a une Rolex. Hein. On a le droit de se questionner d'où vient sa Rolex, quoi. Est-ce qu'il avait 50 ans? Oui, pourquoi pas. Voilà, non, mais il y a plein de choses comme ça quoi, qui font qu'à un moment donné, quand on va voir un directeur d'une filiale dans un pays, eh ben, la manière dont il est considéré, la manière dont ça se passe, etc., la manière dont sont gérés simplement le déplacement du consultant, est-ce qu'on a été sujet à due diligence, est-ce qu'on est invité dans un restaurant 4 étoiles, toutes ces choses-là, en ligne, on les perçoit pas. D'accord. Marc? Merci beaucoup Jean-Pierre et ainsi que François. Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est je crois que ça dépend un peu aussi du degré de familiarité de l'entreprise avec les normes ISO. Si c'est une entreprise qui n'a jamais été certifiée ISO, je crois que de le faire à distance, c'est très difficile. Si c'est une entreprise qui a déjà été certifiée pour différentes normes ISO, à ce moment-là, ça pourrait peut-être être une option envisageable je prends l'exemple au Québec qu'on a vécu avec Hydro-Québec. Hydro-Québec a été certifié de multiples normes ISO. Donc, c'était plus facile.
Mais pour une entreprise qui dirait, moi, c'est la première fois que je suis exposé aux exigences d'une norme ISO, je crois qu'à ce moment-là, c'est important qu'il y ait une présence, là, ou du moins quelques présences jusqu'à un certain moment donné pour s'assurer. Alors que si les personnes sont déjà, je vous dirais, familiers avec les exigences et qui ont une structure et toute une documentation, à ce moment-là, oui, peut-être ça peut se faire, mais c'est contextuel, je crois. D'accord, merci beaucoup. Donc maintenant, comme François a dit, donc on a commencé par l'implémentation, l'accompagnement. Maintenant, l'audit, donc qu'est-ce que vous en pensez, l'audit à distance? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée? Est-ce qu'il y a des limitations? Est-ce qu'il y a des risques? Je commence par François. Alors, donc la norme a été publiée en 2016, c'est-à-dire il y a 5 ans et demi. Avant la période Covid, pour l'AFNOR, pour qui j'interviens sur les audits de certification, on avait amorcé justement une réflexion pour savoir quelle était la proportion soit du référentiel, soit d'une campagne d'audit qui pouvait être réalisée à distance. Et clairement, oui, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire à distance. Il y a un certain nombre de preuves qu'on peut consulter à distance et parfois même, c'est même plus facile de faire une copie d'écran de quelque chose qu'on nous montre que on va pas sortir son appareil, son téléphone pour faire une photo du compte rendu de réunion qu'on nous présente en exemplaire papier. Ça oblige aussi à une plus grande préparation de la part des interlocuteurs et plus de professionnalisme dans la manière dont ils répondent à l'audit. Ça, c'est extrêmement intéressant. Maintenant, notre rôle, il est, en tant qu'auditeur tierce partie, de mesurer est-ce qu'effectivement cette organisation, elle a estimé les bons risques. Et pour connaître les bons risques, pour avoir une idée si dans sa cartographie des risques, elle est réaliste ou pas, parce que c'est très facile de truquer le système. Vous faites une cartographie des risques où vous ne mettez pas les risques sur lesquels vous savez que vous avez caché la corruption, et votre système, vous n'allez pas le déployer à cet endroit-là. Le système, on peut trouver des manières de le truquer. Mais normalement, l'auditeur, il arrive avec une certaine idée du contexte, en ayant lui-même fait cette due diligence sur l'organisation pour avoir une idée de quels peuvent être les types d'exposition, avec quel niveau de complexité. Et quelque part, la mesure de la sincérité du système, ça, à distance, ça devient compliqué parce qu'il faut quand même avoir une idée de quels sont les métiers. Et puis, si vous avez un petit peu d'activité avec de la production, avec du manufacturing, si vous n'allez pas voir comment ça fonctionne, à un moment donné, comme on m'a dit dans une entreprise, on vous repeint les lunettes. On vous fait des super présentations PowerPoint qu'on vous projette à l'écran. Et en fait, dans le dépôt qui est à côté, on ne vous montre pas ce qui se passe. Et à côté, on fait du troc de pièces détachées. Donc, oui, non, il y a des choses qu'on peut. Et puis, vous avez pas mal d'organisations qui ont une culture de la trace papier et où c'est pas dans un workflow informatisé. Et dans ces organisations-là, si vous n'allez pas sur place consulter les armoires de documentation, même si c'est des chambres fortes, vous êtes complètement bloqué. Puis après, vous avez des cultures aussi. Il y a certains pays, on est en culture de l'oralité. La 37001, elle ne demande pas des preuves écrites sur tout. Donc, quand vous êtes oui, vous serez conforme sur les exigences minimales. Vous avez des pays où vous avez des preuves écrites dans du workflow avec des gates qui font que ça ne passera pas s'il n'y a pas l'autorisation. Vous avez tout un tas de pays où ce n'est pas le cas. Et là, à un moment donné, non, si vous n'êtes pas sur le terrain, ça ne marche pas. Et puis peut-être le dernier commentaire que je ferai, c'est qu'il faut faire la différence entre les audits initiaux et de renouvellement et les audits de suivi. Faire un audit initial à distance, je pense que c'est un non-sens. Parce que vous connaissez pas suffisamment l'organisation de l'intérieur. Un audit de suivi, ça a déjà plus de sens, parce que vous connaissez les équipes, vous avez déjà examiné les choses et vous savez quels sont les sujets sur lesquels l'organisation doit s'améliorer. Ça, c'est beaucoup plus facile, effectivement. D'accord, donc, si je me fais, donc, en gros, donc, c'est pour l'audit hybride, on va dire, plus que 100% à distance. Je parle de manière générale, je ne parle pas d'audit de certification. Pendant le Covid, sur certaines grandes entreprises, on a fait
90% de l'audit à distance. Et ça a relativement bien fonctionné. Mais ça a une fiabilité qu'à partir du moment où, avant ou après, on va sur le site aussi. Voilà. 100%, oui, j'ai fait des audits de suivi 100% à distance, mais sur des petites entreprises, sur des très petites durées, voilà. Mais voilà, faut matcher les deux. Mais un audit complet sur un cycle de 3 ans entièrement à distance, techniquement c'est possible, mais c'est un non-sens. Marc? Merci beaucoup, François. Je rejoins partout ce que François dit. J'aimerais peut-être rajouter un point aussi. C'est sûr que moi, je suis un peu biaisé parce que j'ai une formation de jury comptable. Donc, c'est sûr que dans mon domaine, on dit toujours trust but verify. Donc, je te fais confiance, mais je lui ai des filles pareilles. Donc, c'est sûr que moi, j'arrive avec une approche peut-être un petit peu différente, mais je pense que tout ce que François a dit j'ai pas grand-chose à rajouter, sauf que j'ai vu, moi, des situations quand on commençait à essayer de comprendre comment on ferait la vérification de la norme ISO 37001. Et j'ai attendu quelqu'un qui me disait, dans le fond, c'est simple, une norme ISO, c'est dis ce que tu fais et fais ce que tu dis. Et je trouve ça beau, je trouve ça cute, mais d'un autre côté, je me dis, si c'est une approche d'audit, je ne suis pas certain que c'est vraiment bon. Tu le simplifies un peu trop. Et vous savez, le danger qu'on vit présentement, souvent en termes d'audit, même si ce n'est pas juste des audits 37001, qu'on parle d'audit financière ou d'audit de conformité, la problématique, c'est souvent ça. Les gens essaient de simplifier à un niveau extrême dans le but d'être plus efficient. Et je pense qu'une norme qui est aussi complexe que la norme ISO 37001, il faut faire attention pour ne pas prendre des raccourcis intellectuels ou du moins prendre des raccourcis d'exécution. On doit comprendre que ça a une valeur ajoutée. Ce n'est pas juste de dire, OK, ben, je me conforme et je vous démontre que oui, effectivement, j'ai des bonnes valeurs. C'est plus que ça, c'est des bonnes procédés. Qu'est-ce qu'on fait avec les tierces parties? Toute notre chaîne d'approvisionnement. Ça aussi, on peut peut-être, comme tel, faire l'audit de l'entreprise un peu à distance, mais qu'est-ce qu'on fait avec la chaîne d'approvisionnement qui est si importante? Donc, je pense que ce niveau-là, ça devient des éléments à considérer. Mais je suis d'accord qu'il faut évoluer, puis mes étudiants disent toujours, monsieur, on est rendu en 2022. Je suis d'accord qu'on va vers l'avenir, mais il faut un peu se souvenir du passé pour savoir un peu où on s'en va des fois aussi. Merci beaucoup. Jean-Pierre? Je souscris à tout ce qui a été dit, donc j'ai rien à rajouter sur le fond. Peut-être une petite perspective sur le fait qu'il existe des différences entre les nations, entre les continents, entre les cultures, et tout le monde le sait ici. Et même si ISO 37001 prône la zéro tolérance, il va de soi qu'une 37001 est un peu différente en Chine qu'elle ne l'est en Norvège. Je prends 2 pays à l'extrême. En Chine, il n'est pas possible de ne pas avoir des relations personnelles avec un fournisseur ou avec un client, même si cela ne signifie pas corruption, parce qu'ils ont une optique de la corruption qui est différente. Je peux citer la Chine, je peux citer des pays africains ou des pays moyen-orientaux, c'est la même chose, voire des pays européens. Donc, même si ce n'est pas de la corruption, il y a une certaine tolérance par rapport à des façons d'agir ou des façons d'être qui ne seraient pas du tout acceptées dans des pays scandinaves. Et je prends les pays scandinaves où je peux prendre la Nouvelle-Zélande, l'Australie, des pays qui sont très durs en matière de lutte contre la corruption parce que cela fait partie de leur culture. Et la culture dans ces pays dans lesquels il y a une certaine tolérance ne peut être que différente. C'est la raison pour laquelle il me semble, à partir du moment où il s'agit d'une équipe internationale qui va checker ou qui va permettre à une entreprise locale de se faire certifier 37001, il me paraît impossible que ce ne soit pas des personnes qui le fassent de visu et physiquement. A contrario, la première partie de la certification, c'est-à-dire toute la revue documentaire, on peut très bien la faire à travers le numérique. De ce côté-là, ça ne pose aucun problème. Alors, dernier témoignage peut-être complémentaire, point de vigilance. J'ai vu réaliser la délivrance de certificat 37001
sur de l'audit entièrement réalisé à distance et par téléphone, et où le niveau d'exigence de l'auditeur était proche du zéro. Mais on a ça sur tous les référentiels ISO. On a toujours sur la planète des gens qui sont très prêts à vous vendre un certificat 9001, 14001, 37001 pour $500. Tout compris. Impression avec l'hologramme en 3D officiel. Voilà. Donc, ce référentiel n'échappe pas à cette règle-là. Et là, je l'ai vu fonctionner. Malheureusement. Je ne donnerai pas de nom ni d'origine géographique, mais voilà. Ouais. Ok, merci beaucoup. Donc, on a parlé de la préparation, de l'audit. Maintenant, ma question, la question d'un IT guy, est-ce que vous pensez que l'usage d'un système de management entièrement informatique et surtout cloud, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça vient sans risque? Notamment quand on parle de communication de preuves, de données personnelles, etc., de fraude, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Jean-Pierre? Là, on va tomber dans le sempiternel discours sur l'intelligence artificielle. Je suis favorable à tout ce qui permet une vision, on va dire, automatisée des contrôles. Généralement, c'est assez efficace. Le problème, c'est que derrière, les gens qui font ce type de contrôle informatisé, qui les créent, ne sont pas généralement des gens qui sont rompus à la lutte anti-fraude ou anti-corruption. Et il faut, alors pour parler un peu technique, il faut un peu de human derrière, parce que sans cela, on ne va pas faire grand-chose. Je pense qu'il s'agit d'un outil qu'il faut savoir maîtriser, et cette maîtrise ne peut venir que par des gens qui sont rompus à la lutte contre la corruption ou contre la fraude, parce qu'il y a certaines technicités que l'on ne peut pas voir à travers des systèmes automatisés. Par exemple, lorsqu'on va regarder dans une entreprise s'ils font des bêtises ou pas, on va s'intéresser aux contrats qu'ils passent avec des sociétés qui ont un tout petit capital social et dans lequel ils créent énormément de facturation. C'est des choses qui ne vont pas bien, et je ne suis pas certain qu'un système artificiel permettrait de déceler ce genre de problématique. Un exemple parmi 50. Hein. Merci beaucoup. François? Il y a une partie du système qui peut être complètement digitalisée, c'est évident. Il y a une partie d'enregistrement, une partie de contrôle, il y a une partie de workflow avec des jalons de validation. Tout ça, bien sûr, ça peut être informatisé. Tout un tas de déclarations, toutes les déclarations d'adhésion au code de conduite ou à la politique anticorruption. Vous pouvez avoir des systèmes où vous cliquez en ligne en disant voilà, j'adhère, et ça fait office de signature. Et c'est très facile pour nous derrière à vérifier en tant qu'auditeur. Le souci, c'est que ça tient qu'à partir du moment où vous avez un système particulièrement fiable, notamment dans la gestion des droits, et dans la mesure où 100% du flux passe par là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'organisation où 100% du flux passe par là. Même sur celles qui sont très organisées, très modernes, très développées, vous avez toujours un fournisseur qui vous envoie une facture sans numéro de bon de commande pour une prestation qui n'a même pas été discutée ni décidée de façon collective, et un fournisseur qui n'est pas forcément au panel, qui n'a pas subi la due diligence, etc. Et ce fournisseur, il va falloir le payer. Et tout ça, si on essaye de le re-rentrer dans le workflow, ça ne marche pas. Et quand vous avez 0,1% qui passe à côté, c'est à peu près fiable. Mais quand vous avez 30%, 40%, 50% qui passent à côté, voire dans certains grands groupes, certains pays qui sont complètement informatisés et d'autres qui ne le sont pas du tout, là, à un moment donné, ça ne marche plus, quoi. Donc, on a des situations où ça peut avoir du sens pour toute une partie du système,
mais cette même partie du système, dans d'autres organisations ou dans d'autres contextes non maîtrisés en matière de digitalisation, ça marche juste pas du tout. Maintenant, ça ne marche que pour une partie. Le développement de la culture anticorruption, c'est pas parce que vous aurez suivi en ligne les 5 vidéos de Transparency International ou de qui que ce soit d'autre que vous serez tatoué dans votre ADN et que demain vous refuserez la montre Rolex ou la piscine que vous propose votre fournisseur d'infrastructure. Il est là le problème. Il est qu'à un moment donné, on doit travailler sur la culture et sur l'humain et sur comment l'humain réagit dans une situation où on lui fait des propositions, où on lui dit, eh ben toi, il faut que tu gagnes ce contrat, et puis tu auras tel bonus, telle prime si tu gagnes ce contrat. Et là, c'est pas le webinaire, c'est pas le contrat qui va faire, c'est pas le contrôle. C'est qu'à un moment donné, son chef lui aura dit, tu restes droit dans tes bottes, sinon on te vire. Et c'est ce message-là, le système informatique, jamais il lui dira ça. Et jamais il aura ce niveau de crédibilité. Marc, merci beaucoup François. Je vais rajouter un petit peu ce que Jean-Pierre et François ont dit, mais je suis totalement d'accord avec eux. Je pense que ça revient encore une fois en disant quelle est la culture qui vit au sein de l'entreprise. Est-ce que c'est une culture d'éthique et d'intégrité? Parce que si c'est une culture qui n'est pas basée sur l'éthique et l'intégrité, mais uniquement sur la conformité, c'est certain qu'on va toujours, un peu comme François mentionnait, on va un peu faire en sorte que les transactions vont respecter certaines règles et qu'au niveau informatique, ça va être traité de la même façon. Donc, on ne sera pas capable d'avoir cette remise en question, à savoir, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est logique? Parce que depuis plusieurs années, même dans les vérifications financières, on a tout le temps des documents de support. Il y a toujours, mais quelle est la validité du document de support? Quel est le niveau de précision? C'est ça qui devient important. Donc, je crois que oui, l'informatique, toutes les technologies qui viennent avec sont essentielles. C'est la voie du futur. Mais avant même de dire on va vraiment mettre l'emphase sur l'utilisation de l'informatique et tout ce qui s'ensuit, je me poserais la question à savoir quelle est la culture qui vit au sein de mon organisation. Et de toute façon, quand on planifie des vérifications, on fait une planification. Donc, on se pose ces questions-là. On essaie de déterminer quels sont les risques inhérents. Ce n'est pas juste un risque inhérent au niveau du type d'industrie que l'entreprise fonctionne. C'est un peu, peut-être un peu de la culture passée, de la culture présente et de la culture future. C'est ça qui devient, je pense, essentiel aussi. Mais oui, on ne pourra pas passer à côté de tout ce qui est informatique. On va devoir l'intégrer. Mais à quel niveau est-ce qu'on va s'en servir? À quel niveau est-ce qu'on va y mettre une certaine fiabilité? Je pense que c'est par l'expérience de la culture qui vit au sein de l'entreprise. Merci beaucoup. Donc maintenant, la norme est en cours d'examen. Donc la question, c'est à quoi on peut s'attendre, de quoi on a besoin dans la norme. Qu'est-ce que vous attendez de la nouvelle norme 37001? Jean-Pierre? Excuse-moi, je n'ai pas compris la question. La norme ISO 37001, il est en cours d'examen. Donc, la question, c'est qu'est-ce que tu prévois comme nouveauté, de quoi tu as besoin dans la norme, qu'est-ce que tu veux voir dans la nouvelle norme? Je pense qu'actuellement, enfin, je parle sur le contrôle de Marc et de François, la norme, elle est assez aboutie. Il n'y a pas foncièrement de choses à changer ni à améliorer. Peut-être quelques petites choses à ajouter, mais moi, à titre personnel, enfin, je dirais professionnel plutôt, je n'ai jamais eu l'impression qu'il manquait quelque chose dans cette norme parce qu'elle est complète et elle se repose notamment sur la 9001 qui est une norme qui est bien complète. Donc, moi je dirais pas grand-chose. Peut-être des mises à jour en ce qui concerne les différentes législations que l'on a dans différents pays, UK Bribery Act, on va parler du FCPA parce qu'il date de 1977, éventuellement quelque chose que l'on peut rajouter par rapport à Sapin 2, mais je pense que c'est une réponse globale et complète par rapport à ce que l'on peut demander. Mais quelques petites choses ont pu m'échapper, mais peut-être que Marc et François n'ont pas le même avis que moi. Merci beaucoup. François? Peut-être Marc d'abord? Je sais pas. Marc?
Eh bien, merci beaucoup, François. Écoute, je rejoins Jean-Pierre en disant, je pense que c'est quand même assez bien fait. Il y aurait peut-être deux éléments, je pense, qui vont devenir essentiels pour le futur si on veut que beaucoup de personnes adhèrent à cette norme-là. Ça va être d'être capable d'expliquer et de vraiment simplifier le processus. Quand on parle de la gestion de la ligne de signalement, ça a souvent été un questionnement que les gens avaient. Ben, j'ai déjà une ligne de signalement, donc c'est correct. Il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on s'attend? Qu'est-ce que la norme ISO 37001 s'attend? Quelles sont ses exigences en termes de la gestion de la ligne de signalement? Qui est couvert, je suis d'accord, avec la norme ISO 37002? Donc, il va falloir que les gens comprennent bien cela. Et deuxièmement, je dirais aussi un peu l'implication de la norme 37001 par rapport avec nos tierces parties, notre chaîne d'approvisionnement. C'est ce que je l'ai mentionné tantôt, mais c'est tellement important parce que vous pouvez peut-être l'avoir fait il y a 2-3 ans, mais suite à la pandémie qu'on vit présentement, votre chaîne d'approvisionnement a peut-être été affectée à plusieurs niveaux. Donc, comment on fait certain que nos nouveaux joueurs qui font partie de notre chaîne d'approvisionnement, eux, s'enlignent avec les exigences de la norme 37001, qu'ils la comprennent? Comment on fait pour les former? Comment on fait pour les amener à y croire, les amener à y adhérer? Parce qu'on dit toujours qu'il faut qu'elles vivent au sein de l'organisation. Ce n'est pas uniquement au sein de l'organisation comme telle, c'est aussi avec tous nos tierces parties, surtout à savoir notre chaîne d'approvisionnement. Donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui va devenir un défi d'être capable de sensibiliser et d'offrir des exemples concrets. Parce qu'en ce moment, souvent, c'est un petit peu ça. Les gens considèrent que oui, c'est quoi cette norme-là? C'est beau sur papier, mais c'est quoi le concret? Il va falloir que nous, et ainsi que ceux qui assistent aujourd'hui justement à cette présentation, qu'on devienne un peu des genres d'ambassadeurs de la norme, dans le sens qu'on est capable d'en parler, on est capable de bien l'expliquer et de faire en sorte que les gens ils veulent y adhérer parce qu'ils comprennent. Parce que souvent, un des plus grands défis, c'est je ne suis pas certain de tout comprendre. Donc, à ce moment-là, c'est d'essayer de la démystifier. Parce que je pense qu'à un certain niveau, ça a été quelque chose qui était peut-être un peu mystérieux. On va le démystifier. Parce que, dans le fond, c'est une norme ISO. Donc, ça ne devrait pas être compliqué. C'est des regroupements de meilleures pratiques. Donc, ça devrait être facile à démystifier. Alors, en complément, alors, première chose, il faut rappeler comment on élabore une norme ISO. C'est très important par rapport à la question qui est la tienne, Abdelmalek. Je rappelle que l'élaboration d'une norme ISO, l'ISO, c'est une organisation internationale de normalisation, mais qui s'appuie, ce n'est qu'une ONG qui s'appuie sur ses membres, et ses membres, ce sont des États qui adhèrent, mais qui délèguent leur organisme de normalisation nationale. C'est-à-dire que ce n'est pas l'ISO qui élabore la norme, ce sont des délégations des organismes de normalisation nationaux des pays adhérents de l'ISO qui se retrouvent et qui, en général, si on prend la 37001, on est parti sur une maquette anglo-saxonne qui disait, voilà, les anglo-saxons ont développé des choses intéressantes, on part de ce texte-là, et derrière, on le fait évoluer en fonction des points de vue de l'ensemble des participants. Et c'est une co-construction consensuelle. Ça, c'est extrêmement important de le rappeler. C'est-à-dire que ce n'est pas l'ISO qui édicte une règle, ce sont les experts du sujet qui se mettent autour de la table et qui construisent un consensus sur le meilleur chemin que l'on souhaite. Donc, le texte tel qu'il existe aujourd'hui est déjà le résultat de plusieurs années de discussion et de construction de ce consensus. C'est ce qui explique qu'il soit, dans cette version, déjà pas mal abouti et pas mal cohérent. Et ensuite, deuxième chose, c'est pas parce qu'à un moment donné, on fait une enquête publique pour dire est-ce que ce référentiel a besoin d'évoluer ou pas, que le référentiel va évoluer. Et même une fois qu'on a décidé de rentrer dans une période de révision, on peut très très bien arriver à la conclusion qu'on va changer 3 virgules parce que le texte il est relativement mûr. Donc voilà, ça c'est important. Et puis, c'est pas parce que l'un d'entre nous se pointe dans une commission de normalisation en disant ce serait extrêmement bien de rajouter telle ou telle super idée géniale que derrière, ça va être les parties prenantes autour vont être d'accord, d'une part, ça c'est loin d'être simple. Et puis, d'un autre côté, voilà, on l'a évoqué plusieurs fois, la conception de la prévention de la corruption, partout sur la planète, elle n'a pas la même signification. Elle ne passe pas par les mêmes
méthodes, par les mêmes outils, par la même culture. Et on a certains pays où il y a une grande tolérance à ces sujets-là, parce qu'on estime que c'est aider son prochain que de lui filer un coup de main, lui trouver un job dans son organisation. Et c'est pas un conflit d'intérêts, et c'est pas, voilà. On peut avoir tout un tas de... Et puis ça aide le développement économique. Il faut quand même rappeler que la corruption a été communiquée comme un soutien au développement économique pendant un paquet d'années. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a d'aussi grosses condamnations ou d'aussi grosses amendes et des conventions judiciaires aussi importantes qui sont signées en ce moment. C'est parce qu'il y a une période où on a dit la corruption, c'est bien. Ça peut faire du business, ça développe les parts de marché, tellement bien qu'on pouvait avoir des crédits d'impôt et tout ce que vous vouliez dessus. Donc c'était plus que très officiel, c'était recommandé. Donc voilà, il y a vraiment cette question de la construction du consensus dans le référentiel ISO 37001. Alors maintenant, pour répondre un peu plus dans le détail par rapport à ce référentiel, je disais tout à l'heure en introduction que on a mis dans une même salle des experts des systèmes de management qui ont apporté la structure du PDCA, la structure HLS, High Level Structure, de ce que c'est qu'un système de management. Et puis à côté, on a assis des juristes experts de la compliance. Et les juristes experts de la compliance, tout ce qu'ils savaient faire en excellente pratique, ils l'ont prise et ils l'ont mis en bloc dans le chapitre 8. Et le reste, eh ben, en fait, ils ne se le sont pas appropriés. Pas suffisamment. Et donc, en fait, on a encore une juxtaposition de ces deux cultures dans le référentiel. Je vous donne un seul exemple. On prend la question de l'analyse des risques. Historiquement, l'analyse des risques et des opportunités, elle a lieu assez tard, en fait. Elle a lieu une fois qu'on a déjà défini son système, qu'on a déjà défini ses processus, et après, on va faire une analyse des risques un petit peu plus proche du terrain, un petit peu plus proche du processus. Mais on n'est pas dans une approche macroscopique du risque, comme le propose la 37001, qui permet de couvrir l'ensemble. Et donc aujourd'hui, je vous donne un exemple, on a 3 endroits où on va faire de l'analyse des risques dans ce référentiel. Ça peut être compliqué et ça peut nécessiter à un moment donné de remettre les choses à leur place en disant quelle est la... Alors, quand on a beaucoup de recul et de l'expérience, on est capable de le justifier et de l'expliquer. Mais un primo-arrivant sur le sujet, lui, il ne va pas voir ces niveaux de nuances-là, il ne va pas forcément comprendre. Donc là, on pourrait effectivement améliorer le dialogue entre les bonnes pratiques de la compliance et ce que c'est qu'un système de management, et en l'occurrence un système de management de prévention de la corruption. Deuxième chose qu'on pourrait améliorer, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un texte de la norme, chapitre 4 à 10, et vous avez des annexes. Les annexes ne sont pas des exigences. Mais dans les annexes, vous avez des choses fabuleuses. Vous avez plein de retours d'expérience. Et on vous donne plein de méthodes. Mais vous ne pouvez pas auditer sur ces méthodes-là. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas attendre des entreprises qu'elles aient mis en place ces méthodes-là, parce que ce n'est pas une exigence. C'est juste de l'information complémentaire. En conséquence, le référentiel sec, entre guillemets, du chapitre 4 à 10, sur un certain nombre de sujets, on est un peu coincé parce que sauf si l'entreprise a décrété elle-même qu'elle allait plus loin que le référentiel tout seul, eh ben, parfois on est un peu juste dans le niveau d'exigence qu'on peut avoir vis-à-vis de l'entreprise. Je vous donne un seul exemple. On vous dit, début du chapitre 8, il faut mettre en place ce qu'on appelle les contrôles financiers. Très bien, c'est évident, c'est normal, mais nulle part dans le référentiel strict, on vous dit quel type de contrôle financier mettre en place. On ne vous dit pas dans quelle logique, on ne vous dit pas sur quel périmètre, etc. etc. Et ça, c'est extrêmement dommage. On a quelques pistes dans les annexes, mais pour le coup, on en a plus dans les législations nationales. Donc, c'est un exemple où, à un moment donné, si l'entreprise, elle veut nous donner le minimum vital en matière de contrôle financier et qu'elle nous dit, voilà, moi, ça correspond à ma gestion des risques, et on peut être un peu sec. Pareil, vis-à-vis des due diligence sur les fournisseurs ou ce genre de choses, à un moment donné, c'est l'entreprise qui définit ses seuils. Sur les cadeaux, c'est l'entreprise qui définit ce seuil. Et si elle dit, ben voilà, les cadeaux, ils sont acceptables jusqu'à 1 000 $, on peut le challenger, mais à un moment donné, à partir du moment où elle a défini un seuil et où ce seuil existe et il n'est pas complètement délirant, ouais, on peut être un peu démuni dans la manière de challenger le niveau de risque. Donc,
ça pourrait être très intéressant de réinjecter un petit peu de l'excellente matière qui est dans les annexes, dans le corps des exigences. Voilà. Mais, parce qu'après, en tant qu'auditeur, hein, et je vais te laisser la parole, Jean-Pierre, en tant qu'auditeur, nous, on a l'expérience en agriculture, on est capable d'expliquer pourquoi on va auditer, pourquoi on va attendre ce niveau d'exigence, mais on tombe souvent vis-à-vis de gens de personnes qui peuvent être primo-arrivantes sur le sujet et qui n'ont pas cette culture du système de management et qui ne vont pas avoir la logique de, bah oui, comment je démontre que j'ai la maîtrise du contrôle que j'ai mis en place. Moi, déjà, j'ai mis en place le contrôle, je suis vachement content. Oui, mais comment vous démontrez que vous avez la maîtrise de votre contrôle? Et là, souvent, il y a un grand blanc et on se sent un peu seul. Mais Jean-Pierre, vas-y. Une toute petite précision, la politique des cadeaux ne peut se faire qu'à travers la loi du pays, qui parfois le définit. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, dans tout pays, on est face aussi au droit pénal. Et à partir du moment où un cadeau est fait dans le but de commettre une corruption ou d'accepter un pot de vin, à partir de là, c'est punissable. Donc, effectivement, il y a une possibilité pour l'entreprise d'interpréter la politique des cadeaux qu'ils veulent, mais cette politique des cadeaux est strictement encadrée par les lois anticorruption et par la loi pénale du pays dans lequel C-37 s'applique. Alors, oui, avec juste une petite nuance, c'est qu'il y a pas mal de pays où justement c'est pas le cas. Et là, c'est open bar. C'est vrai. Hélas. Et même des pays très, très, très développés. C'est vrai. Qui pour certains ont de très bonnes notes sur Transparency, mais pourquoi est-ce qu'ils ont une très bonne note? Peut-être justement parce que ceci n'étant pas encadré, c'est pas sujet à controverse, c'est pas sujet à condamnation, et donc c'est pas comptabilisé. On a perdu Abdelmalek. Merci beaucoup, François. Donc, oui, vous m'entendez? Oui. J'avais un souci de connectivité. Donc, Jean-Pierre, si tu peux, alors je te laisse la parole pour 1 minute, après je prendrai les questions. Moi j'avais à dire ce que je voulais dire au sujet de la politique des cadeaux et je souscris à ce que dit François en ce qui concerne les législations locales qui parfois sont très imprécises et qui leur permettent d'avoir une très bonne note sur Transparency. Mais bon, là on va faire de la géopolitique, c'est peut-être pas le but. Non. Ouais, exactement. Donc, je vais prendre quelques questions de l'audience. Donc, première question, c'est est-ce que la norme ISO 37001 est-elle importante pour un organisme de certification des produits agricoles? Tu peux répondre à cette question? François? Non. Vous allez dire que j'ai un cerveau tordu, mais on peut avoir, à partir du moment où on a un client et un fournisseur et où on recrute des personnes, on peut avoir des scénarios de corruption. Maintenant, est-ce que traditionnellement, c'est un secteur il n'est pas étiqueté comme étant un secteur particulièrement à risque par les organisations qui observent ce genre de choses? Maintenant, dans le sud de la France, j'ai vu un certificateur bio se faire avoir un petit peu parce que l'agriculteur, il achetait ses produits de l'autre côté de la frontière, là où la législation l'interdisait, et puis ils ont trouvé des arrangements localement dont je vous passerai l'ensemble des détails, qui est directement assimilable à quelque chose qu'on peut qualifier de corruption, etc. Et oui, maintenant, est-ce que c'est très présent? L'expérience que j'ai, c'est peut-être pas tant que ça. Après, c'est un secteur qui a des représentations professionnelles, sectorielles, patronales, où on a des relations avec les pouvoirs publics, avec les agents publics. Donc, oui, on a toujours des scénarios qui peuvent. Maintenant, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Pierre et Marc. Moi, de mon côté. En France, on a eu le problème des vaches corses. Pour la petite histoire, l'Union européenne finançait des vaches qui n'existaient pas. Il y avait tout un cheptel qui était totalement inexistant. Et donc ça
y a eu des affaires de corruption, parce qu'il s'agissait de corruption, parce que les agriculteurs, plutôt les éleveurs, corrompaient les organismes qui étaient là pour vérifier. Et l'Union européenne a payé à fonds perdu tout un cheptel de vaches, de bovins qui n'existaient pas. Donc c'est un exemple parmi 50. Hein. Et ce qui a existé en Corse peut très bien exister dans le Limousin, une autre région française. Et moi, je peux me permettre, ce que je dirais, c'est, pour répondre à cette question-là, ça dépend beaucoup de l'évaluation des risques que vous faites. Ça peut être des risques géographiques, ça peut être des risques qui impliquent les différentes parties prenantes à votre transaction que vous pourriez faire ou liées à votre domaine d'activité. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une réponse super simple, mais je pense qu'il faut regarder beaucoup tout ce qui touche l'évaluation des risques que vous en faites, peu importe l'industrie dans laquelle vous êtes. Il y a d'autres questions qui sont remontées, Abdelmalek? Oui, donc question suivante, c'est peut-elle être dévoyée en conformité de façade? Quel est le plus pour la norme ISO 36001? Je pense que la question est déjà répondue. Oui. Donc voilà. Il y a une autre question. Quel lien ou relation entre les organismes de lutte contre la corruption? Est-ce qu'il y a un lien entre eux? Les liens entre les organismes de lutte anticorruption et… Je crois que c'est entre eux-mêmes, hein, entre différentes agences, j'imagine. C'est ça? Entre les différentes agences de lutte anticorruption? Oui, je pense que c'est ça la question. Je peux répondre. Hein. Il en existe. Il en existe tant sur le plan juridique que sur le plan de la coopération entre les États. Je peux dire, par exemple, qu'il existe des liens entre l'Agence française anticorruption et la Haute Autorité pour la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Et ce sont des liens qui sont à la fois opérationnels sur la base de textes juridiques liés à la procédure pénale, mais également institutionnels dans le sens où il y a une aide technique de la part de la HATVP notamment, ou la FA, vis-à-vis de la HABG. Et pour aller plus avant, tous les organismes et toutes les agences de lutte contre le blanchiment sont organisés autour d'un, j'ai plus le nom en tête malheureusement, mais sont organisés autour d'un pool qui permet des échanges sur le plan opérationnel, mais c'est tout à fait légal. Et les agences contre le blanchiment européennes communiquent journalièrement avec les agences contre le blanchiment en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, etc. C'est le groupe EGMONT, E-G-M-O-N-T, qui gère ce type de relationnel. Après, on va retrouver toutes les problématiques liées aux exigences qui sont dues entre les États. Par exemple, moi, policier français, est-ce que je vais donner des informations sur un trafic de drogue, de cocaïne en Amérique du Sud? Parfois, je peux hésiter. Donc, on rentre là dans des considérations qui sont géopolitiques, voire politiques, mais bon, qui font partie de la nature humaine. Oui, on a eu aussi l'Agence française anticorruption qui a signé un partenariat avec le Vietnam assez rapidement après sa création. On a, juste avant la création de l'Agence française anticorruption, vous aviez dans le dernier bilan de l'agence précédente, vous aviez la mise en avant de l'agence italienne
et de ses excellentes pratiques sur un certain nombre de sujets. Donc, mais vous avez aussi le même, autant il existe une coopération entre les agences sur certains sujets, voire des jumelages ou des soutiens, mais vous avez la même chose au niveau de l'ISO 37001. C'est-à-dire que l'ISO, au travers de son programme pour les pays en développement, qui s'appelle le programme DEFCO, accompagne certains pays. Par exemple, il y a 2 ans, on a fait une semaine de workshop à Kuala Lumpur pour une quinzaine de pays de la région pour former des organismes de normalisation et des consultants et des personnes là-bas pour promouvoir le référentiel ISO 37001 et surtout développer la compétence, construire la compétence localement quand ce n'est pas forcément le cas sur un référentiel comme celui-là. Et donc, on a fait comme ça avec l'ISO un bon nombre de pays. On a fait la zone MENA aussi. On a fait voilà, et on va avoir là cette année, au mois de mai ou juin, on est en train de fixer des dates. On va faire un même programme sur l'Afrique francophone subsaharienne sur ces questions. Vous avez même des jumelages entre organismes de normalisation d'un pays à l'autre pour transférer les bonnes, entre guillemets, pratiques, expériences voilà, dans des pays qui n'auraient pas forcément eu le même historique. Puis moi, de mon côté, je peux dire qu'au Québec, c'est un peu la même chose. On a l'unité permanente anticorruption qui tisse des liens à l'international. On a réalisé que la corruption n'a pas de frontières. Moi, je dis souvent à la blague que les mauvais acteurs devraient faire partie de ce qu'on appelle corruption sans frontières. J'espère que ça n'existe pas et j'espère que je ne donnerai pas des idées aux gens, mais je crois que il n'y a pas vraiment de frontières. Donc oui, il faut collaborer parce qu'on ne peut pas juste dire, bien, ça, c'est de notre champ de juridiction, ça arrive juste à nous. C'est quelque chose qui peut avoir des conséquences internationales. Vous n'avez pas de... Oui, Jean-Pierre? Oui, Jean-Pierre? Non, mais je voulais rebondir sur ce que Marc disait au niveau de la corruption. Souvent, la corruption est réalisée dans un pays, le blanchiment d'argent est réalisé dans un autre pays. Et si on prend la corruption africaine, nous avons toute une problématique en France autour de ce que nous appelons les biens mal acquis, avec des lois spécifiques où on s'aperçoit que le personnel politique corrompu en Afrique se permet d'investir tout à fait légalement en France avec de l'argent blanchi. Il y a eu des affaires célèbres mettant en cause des anciens présidents africains. Il y a une photo assez célèbre de 7-8 Ferrari qui sont sur un grand camion qui ont été saisis avenue Foch, qui est l'une des avenues les plus chères de Paris, dans un hôtel particulier appartenant à un ancien président africain. Donc, si vous n'avez pas d'autres commentaires, questions, donc je vais clôturer ces sessions. Et je vous remercie, Jean-Pierre, François, Marc, pour votre participation. Je remercie aussi de l'audience, notre organizer, donc Enkela. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Un plaisir. Au revoir. Merci.